Un vent glacial souffle à travers les salles ancestrales de la monarchie britannique, et c'est un vent de changement absolu. Les gants de velours ont été officiellement retirés. La monarchie britannique fait ces jours-ci quelque chose que personne n'aurait cru possible il y a encore peu de temps. Pendant des décennies, la loi d'airain de la famille royale était simple mais irrévocable. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Never complain, never explain. Pourtant, fin 2025, cette règle de fer a été définitivement jetée par la fenêtre. Quiconque croyait jusqu'à présent que le drame entre le palais et les Sussex n'était qu'une simple querelle de famille se trompe lourdement. Ce n'est plus une simple divergence d'opinion entre parents. Cela s'est transformé en une véritable guerre institutionnelle. Et le prince William est celui qui dirige désormais impitoyablement les troupes. Il ne s'agit plus depuis longtemps de sentiments blessés ou de fierté bafouée. Il s'agit de la survie pure et simple de la couronne elle-même. Une série sans précédent de mémos secrets, de lettres divulguées et de manœuvres juridiques à haut risque a changé les règles du jeu pour toujours. Et les détails qui filtrent désormais de Londres sont plus choquants que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Tout a commencé par une fuite qui a provoqué de véritables ondes de choc à travers le château de Windsor. Imaginez une collection de correspondances intimes et privées des années les plus turbulentes de la famille a soudainement été exposée au grand jour. Ce n'étaient pas des notes fortuites. C'était une feuille de route détaillée, la pure stratégie de la duchesse de Sussex des années 2021 à 2023. Selon les rapports, les messages contenaient des accusations tangibles contre le roi Charles. Il y était dépeint comme émotionnellement froid et distant, précisément à une époque où le soutien familial était le plus nécessaire. Mais c'est une phrase bien précise et lourde de conséquences qui a attiré l'attention de chaque fonctionnaire du palais et a changé à jamais la vision que William avait de son frère. La duchesse aurait écrit ces mots mémorables. « Si Charles ne me protège pas, alors c'est le narratif qui me protégera. » Cette seule petite phrase a tout simplement tout changé pour le palais. Ce n'était plus seulement une femme frustrée qui se défoulait auprès de ses amis. C'était la preuve tangible d'une campagne médiatique froidement calculée. Une campagne visant à utiliser des histoires de famille personnelles comme une arme tranchante contre la couronne. Lorsque l'on fait partie d'une institution millénaire, sa propre réputation est la seule véritable monnaie que l'on possède. Si quelqu'un tente activement de dévaluer cette monnaie dans le seul but de construire sa propre marque dans le lointain Hollywood, alors ce n'est plus une querelle de famille. C'est une menace systématique et mortelle. Cette amère prise de conscience a frappé les hauts membres de la famille royale comme une gifle. Ils ne faisaient pas face à une simple parenté éloignée, mais à une machine médiatique bien financée et gérée de manière professionnelle, visant directement le cœur de la monarchie. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Alors que le grand public était encore occupé à disséquer avec délectation les derniers potins, un plan beaucoup plus froid, presque clinique, se tramait derrière les portes closes des bureaux privés de Clarence House. Le roi Charles, confronté à ses propres combats de santé, a reconnu une dure vérité. Les anciennes méthodes d'endurance passive ne fonctionnaient plus. Il a décidé qu'il était temps pour un changement radical. Il a signé un document que les initiés appellent avec révérence le Mémo 2485. Dans les cercles royaux,
il est désormais connu sous le nom de mandat d'automne, fall mandate. C'était un ordre royal secret d'une portée sans précédent. Il transférait au prince et à la princesse de Galles la responsabilité totale et absolue de gérer tout ce qui concernait les Sussex. Plus de comités hésitants, plus de relations publiques avec des gants de velours. William est devenu d'un seul coup le commandant en chef de la situation Sussex. Ce fut un transfert de pouvoir massif et historique. Normalement, c'est le souverain, le roi lui-même, qui s'occupe de querelles familiales aussi délicates. Mais Charles savait au fond de son cœur que l'institution avait désormais besoin de quelqu'un doté d'une énergie inépuisable et d'une approche beaucoup plus directe et inflexible. En conférant ce pouvoir à William, le roi a envoyé un message clair au monde. Le futur roi ne jouera plus au gentil. Selon les règles strictes du Mémo 2485, le prince William a été nommé comme la seule personne autorisée à parler au nom de la famille concernant Harry et Meghan. L'objectif était aussi simple que percutant: former un front uni et absolu. Il ne devait plus y avoir de sources anonymes du palais fournissant des rapports contradictoires à différents journaux. Dès lors, il n'y aurait plus qu'une seule voix, un seul narratif et une vision claire. Et cette vision a été remarquablement conçue, avec le plus grand soin, par la princesse de Galles elle-même. Dans les coulisses, Catherine ne se remettait pas seulement de ses problèmes de santé. Elle était la force motrice, l'architecte silencieuse. Alors que les médias se concentraient presque exclusivement sur sa santé, elle aurait façonné la stratégie médiatique globale et de fer. Elle savait très bien, la survie de la monarchie dépend absolument de son image de symbole de devoir et de service désintéressé. Tout ce qui détournait de ce noble objectif devait être systématiquement neutralisé. Le nouveau protocole n'était pas seulement un simple document de relations publiques. Il avait des dents. Il contenait des critères juridiques stricts pour le retrait des privilèges royaux et des procédures administratives formelles qui pourraient être déclenchées à la seconde où une nouvelle attaque serait lancée depuis la Californie. C'était la fin définitive de l'ère où les membres de la famille royale restaient simplement assis à encaisser les coups en silence. Mais ce qui s'est passé ensuite choquerait même les observateurs les plus endurcis. C'est la tragédie séculaire de deux frères, autrefois inséparables, désormais divisés par les forces implacables du devoir d'un côté et de la gloire de l'autre. Avant que la poigne de fer du palais ne soit présentée au public, William aurait fait une toute dernière tentative désespérée pour joindre son frère. Début octobre 2025, un appel téléphonique purement privé et top secret a eu lieu entre les deux princes. William ne cherchait pas d'excuses larmoyantes lors de cette conversation. Il exigeait simplement une rectification des faits, en particulier concernant les déclarations qu'il jugeait profondément préjudiciables à sa femme Catherine. Il voulait que la pure vérité éclate sur la façon dont la famille avait réellement traité Meghan. Mais la réponse de Harry a marqué le tournant tragique et définitif. Il aurait froidement rétorqué à William que si ce dernier changeait le narratif maintenant, il perdrait tout dans sa nouvelle vie californienne. Pour William, cette déclaration fut le dernier clou dans le cercueil de leur fraternité. Dans ce moment de silence au téléphone, il a réalisé avec une douloureuse clarté: son frère avait définitivement choisi de faire passer sa personnalité publique et lucrative avant la loyauté envers sa propre famille.
La guerre était désormais inévitable. La conclusion abrupte de ce dernier appel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme l'a remarqué plus tard avec justesse et presque avec résignation un assistant de longue date du prince William, l'héritier du trône ne ressent absolument plus le besoin de défendre son jeune frère. Il s'est consacré corps et âme à la survie de l'institution. Ce ne fut pas une décision irréfléchie, prise dans une rage aveugle. C'était une nécessité froide et dure. William avait depuis longtemps percé à jour le modèle. Toute la marque Sussex avait été bâtie sur les fondations du drame royal. Tant que Harry et Meghan seraient encore liés d'une manière ou d'une autre à la famille royale, ce drame ne prendrait jamais fin. William devait ériger un mur, non seulement physique, mais aussi juridique et surtout symbolique, que son frère ne pourrait plus franchir. Et il savait exactement où il annoncerait ce nouvel ordre mondial. Il a choisi le seul endroit que les médias mondiaux ne pouvaient ignorer, le palais de Kensington. Cette fois, William ne s'est pas caché derrière un porte-parole anonyme du palais. Il s'est tenu droit dans la galerie de photos historiques du palais et a regardé directement et sans crainte les objectifs des caméras. Il était totalement maître de lui, il était direct et il était absolument mortel d'une manière calme. Il a renoncé aux phrases fleuries et vagues habituelles de la famille royale. D'une voix ferme, il a déclaré « Aucun membre de cette famille n'a jamais intimidé Madame Markle, et personne n'a jamais accordé un traitement de faveur à ma femme au détriment de Madame Markle. » Il a appelé les mensonges directement par leur nom. Il est même allé jusqu'à préciser sans équivoque que la situation actuelle et brisée était la conséquence directe des propres décisions de Meghan et le résultat de ses efforts continus pour saper l'intégrité de cette institution vieille de plusieurs siècles. C'était une véritable campagne de choc et de stupeur de la pure vérité. Mais William ne s'est pas contenté de simples mots. Il a apporté des preuves tangibles. Il a parlé très ouvertement de la manipulation ciblée des médias et des articles sponsorisés dans les médias américains, qui n'avaient d'autre but que de ruiner la réputation irréprochable de Catherine. Le palais aurait suivi méticuleusement ces histoires pendant des mois. Il savait exactement quelles agences de relations publiques étaient impliquées et comment le soi-disant « native advertising », publicité déguisée, et l'amplification algorithmique étaient utilisés pour étouffer systématiquement le travail caritatif de la famille royale. En exposant ces attaques constantes non pas comme du vrai journalisme, mais comme du contenu commercial et acheté, William a ouvert la porte à un tout nouveau type de riposte, des mesures juridiques. Il ne se battait plus contre un membre de sa famille. Il menait désormais une guerre contre une entreprise. Son coup suivant a impliqué une alliée surprenante, ou plutôt une victime surprenante. Dans un moment qui a pris au dépourvu même les journalistes royaux les plus expérimentés et les plus aguerris, William a fait entrer en jeu Sarah Ferguson, la duchesse d'York. Il a accusé Meghan d'avoir tenté d'utiliser stratégiquement les conflits passés de Sarah avec la famille royale pour diviser davantage les Windsor. Des pressions auraient même été exercées sur Catherine alors qu'elle était encore en plein traitement lourd contre le cancer. William a qualifié ses efforts de tout simplement méprisables. Il a ainsi démasqué ce qu'il considérait comme une stratégie calculée pour construire une sorte de coalition rebelle au sein de leur propre famille. En exposant cela à la lumière crue de la sphère publique, il a effectivement neutralisé Sarah Ferguson en tant que pion potentiel et a envoyé un message glacial au reste de la parenté. Quiconque n'est pas avec nous est contre nous.
Puis vint la comparaison sans doute la plus dévastatrice de toutes. William a clairement indiqué que l'institution avait des normes strictes de responsabilité applicables à tous sans exception, et il a expressément mentionné le prince Andrew dans le même souffle. En plaçant Meghan Markle dans la même catégorie que le membre de la famille royale tombé en disgrâce de l'histoire moderne, William a envoyé un signal clair. Les conséquences de ces actes seraient tout aussi draconiennes. Le prince Andrew a perdu ses patronages, ses fonctions officielles et sa marque royale. William a clairement fait comprendre que les Sussex se dirigeaient exactement vers le même abîme. Ce n'était plus une pique personnelle, c'était la création d'un précédent juridique. Il a fait de l'ensemble du conflit Sussex une question de responsabilité institutionnelle et non un drame de feuilleton familial. La stratégie de non-engagement strict est devenue la nouvelle loi suprême. William a informé la presse réunie qu'il ne reconnaîtrait plus ni ne réagirait à l'avenir à aucune critique hollywoodienne ou demande des médias concernant le duc de Sussex. Il a tout simplement coupé l'oxygène au feu. Si les Sussex voulaient vendre leur histoire, ils étaient libres de le faire, mais ils ne recevraient désormais plus de réactions royales pour faire grimper leur taux d'audience. Les stratèges médiatiques du palais ont émis l'hypothèse que le narratif Sussex, sans le va-et-vient constant, perdrait finalement son attrait auprès des masses. Il pariait tout simplement sur la fatigue royale du public. Mais ce n'était pas tout. La partie sans doute la plus sensible et la plus émotionnelle de toute cette révolution de palais concernait les plus petits acteurs, les enfants, Archie et Lilibet. Dans une rare rupture avec le silence familial sur la plus jeune génération, William a parlé de son neveu et de sa nièce avec une inquiétude profonde et palpable. Il a souligné que ces deux enfants méritaient la stabilité et surtout une enfance à l'abri des troubles publics constants. Bien que le palais se soit empressé de préciser que cela ne devait en aucun cas être interprété comme une menace dans une bataille pour la garde, le message était passé. L'institution observait de très près comment ces enfants étaient instrumentalisés dans les médias, en positionnant les membres actifs de la famille royale comme les véritables protecteurs de la vie privée des enfants. William a rendu politiquement et socialement extrêmement coûteux pour Harry et Meghan la poursuite de leur guerre éclair médiatique. La réaction du public au Royaume-Uni a été rapide, dure et presque exclusivement du côté de William. Les sondages ont montré que plus de 70% de la population britannique soutenait pleinement cette nouvelle approche stricte. Pour eux, William était enfin le leader intrépide qui se plaçait en protecteur de la monarchie. Aux États-Unis, en revanche, l'ambiance était nettement plus divisée. De nombreux Américains voyaient dans cette démarche l'acte oppressif d'une institution vieille et poussiéreuse, tandis que d'autres la considéraient comme la défense absolument nécessaire contre une marque de célébrité hors de contrôle. C'est précisément ce fossé transatlantique, la profonde division entre le sens du devoir britannique et le culte de la célébrité américain, qui est le champ de bataille que le palais tente désormais de contrôler d'une main de fer. Les stratèges, à Londres, savent très bien qu'ils pourraient perdre le concours de popularité à Hollywood. Mais ils sont absolument déterminés à gagner la véritable guerre, celle pour la survie et la continuité de l'institution. Alors que la poussière commençait lentement à retomber après le discours sans précédent de William, l'option nucléaire ultime était en cours de préparation derrière les épais murs du palais. Son nom de code, Ordre double,
V17. Ce n'était pas un simple mémo de plus, c'était une demande formelle et sans précédent au Conseil privé, Privy Council, de dépouiller complètement le duc et la duchesse de Sussex de leur tout dernier titre restant. Nous parlons ici d'une urgence dont la dimension historique n'est comparable qu'à la dramatique abdication du roi Édouard VIII en 1936. Si l'ordre double V17 devait entrer pleinement en vigueur, cela équivaudrait à une séparation constitutionnelle totale, une rupture complète. Les ambassades britanniques du monde entier recevraient officiellement l'ordre de ne plus reconnaître Harry et Meghan en aucune capacité en tant que représentants de la couronne. Leur accès à toutes les propriétés royales serait révoqué de manière permanente et irrévocable. Leur nom serait rigoureusement rayé de toutes les listes et de tous les registres cérémoniels. Au final, ce serait comme s'ils n'avaient tout simplement jamais existé dans les annales de la famille royale. Les obstacles juridiques pour cet ordre double V17 sont colossaux. Les meilleurs avocats du palais travailleraient sans relâche pour s'assurer absolument que cette étape sans précédent résiste à tout examen judiciaire. Ils épluchent des décrets royaux séculaires, letters patents, et le droit administratif moderne pour trouver le moyen le plus propre et le plus légitime de rompre définitivement ces liens familiaux et institutionnels. Leur règle d'or, éviter à tout prix un procès public sordide ou une enquête humiliante. Ils veulent une expulsion administrative silencieuse. C'est sans doute une façon glaciale de mettre fin à des relations familiales. Mais aux yeux du palais, c'est le seul moyen de protéger l'avenir de la couronne. Pendant que cette tempête faisait rage, une personne est restée le symbole absolu de l'autorité calme et inébranlable, la princesse de Galles. Quelques jours seulement après qu'éclata la partie la plus intense de ce scandale, Catherine est apparue dans un centre d'oncologie pédiatrique. Elle ne portait pas une tenue de créateur voyante, mais une robe simple et une petite broche en forme d'encre, mais profondément symbolique. Les observateurs de la mode et les experts royaux ont immédiatement compris le message silencieux. L'encre représente la fermeté dans la plus violente des tempêtes. Alors que les Sussex lançaient une guerre éclair médiatique assourdissante depuis la Californie, Catherine accomplissait simplement son devoir en silence. Le palais a utilisé ce contraste extrême de manière très délibérée pour envoyer son message principal au monde. D'un côté, il s'agit d'un service désintéressé. De l'autre, il ne s'agit que du prochain scandale. Cependant, le protocole de Galles ne se compose pas seulement de discours publics et de documents juridiques. Son véritable cœur réside dans ce qui s'est passé derrière les portes closes du château de Windsor lors d'un sommet d'urgence secret. Imaginez 8 des décideurs les plus puissants de Grande-Bretagne assis autour d'une table, pas des politiciens élus, mais les redoutables hommes en gris, des conseillers juridiques, des experts en renseignement et des spécialistes de l'évaluation des risques. La réunion aurait été présidée par Lady Fiona Walsingham. Ce n'était pas un dîner de famille chaleureux. C'était une war room, salle de guerre, hautement professionnelle. Il n'analysait pas de sondages inoffensifs de relations publiques. Il débattait de la survie pure et simple de la monarchie constitutionnelle à l'ère numérique impitoyable. Ils ont reconnu ce jour-là une dure vérité. Au XXIe siècle, un narratif bien placé est tout aussi dangereux qu'une révolution armée. Et ils ont décidé, là même, dans cette pièce, que le seul moyen de gagner
était de traiter désormais la machine médiatique des Sussex comme une entreprise ennemie lors d'une prise de contrôle hostile. Cette prise de conscience a conduit à une opération secrète massive et coordonnée. L'objectif, cartographier méticuleusement chaque connexion médiatique des Sussex. Le palais a commencé à analyser la publicité déguisée et les articles sponsorisés dans les médias américains, non plus comme des commérages aléatoires, mais comme une menace systématique et achetée. Lorsque William s'est approché du micro au palais de Kensington, il ne parlait pas seulement pour lui-même. Il parlait au nom d'une institution qui avait enfin fait ses devoirs. Il était armé de données concrètes, d'horodatage et d'une stratégie juridique infaillible conçue pour résister devant n'importe quel tribunal, et pas seulement dans les tendances éphémères de Twitter. Panique à Montecito et début de l'ère de William V. La réaction de la Californie a été aussi prévisible que violente. Dans les 72 heures suivant la déclaration de William, l'équipe de Montecito a lancé ce que les analystes appellent un blitz de crise en 3 phases. La phase 1 était le narratif de la victime classique et bien connu. Ils ont distillé aux médias américains de premier plan des histoires émouvantes sur la façon dont Meghan se sentait systématiquement marginalisée et maltraitée émotionnellement. Mais cette fois, le palais n'est pas resté silencieux. Ils ont publié presque au même moment un démenti catégorique et glacial. Ils disaient ainsi au monde: « Nous ne permettrons plus que des contenus spéculatifs, diffusés commercialement, restent sans réponse. » Ils ont ouvertement démasqué le narratif de la victime comme une pure stratégie commerciale. Ce fut une manœuvre brillante et impitoyable qui a plongé l'équipe de relations publiques des Sussex dans une panique absolue. Les événements de l'année 2025 ne sont pas une simple note de bas de page dans une querelle de famille. Ils marquent un tournant historique. La monarchie a trouvé le moyen de passer de l'endurance passive à une gestion proactive et stricte. Sous la direction de William et Catherine, l'institution a redessiné ses lignes rouges. Ils ont prouvé que même les membres de la famille royale, les plus modernes, ne sont pas au-dessus des règles ancestrales de la couronne. Il reste à voir si ce nouveau modèle dirigé par les Galles sera couronné de succès à long terme. Mais pour le moment, une chose est claire comme de l'eau de roche: l'ère de la monarchie douce est révolue à jamais. Le jeu risqué avec la transparence, les mesures juridiques et la confrontation directe est un pari. Il expose les conflits internes de la famille au grand jour, mais il redonne au palais, pour la toute première fois depuis des années, le pouvoir absolu sur son propre narratif, alors que le roi Charles continue de se concentrer sur sa santé défaillante. Le monde a déjà une place aux premières loges pour la régence du roi William V, avant même qu'elle n'ait officiellement commencé. Et si ces derniers mois sont un indicateur fiable, alors ce sera une régence définie par une force de fer, une responsabilité impitoyable et le refus absolu de rendre la couronne jamais aussi vulnérable. La deuxième phase de la réponse en relations publiques de la Californie était encore plus révélatrice et presque prévisible. Soudain, tout tournait autour de l'autonomisation, empowerment, et de la réinvention. Comme sorties de nulle part, les chaînes d'information américaines étaient remplies de nouveaux investissements dans la santé, de livres pour enfants réconfortants et de séries documentaires approfondies sur le traumatisme intergénérationnel. C'était un changement de cap hâtif, presque désespéré. L'objectif,
la duchesse ne devait plus être perçue comme une marginale insatisfaite, mais comme une femme d'affaires impitoyable et accomplie. Mais c'est précisément là que le nouveau piège glacial du palais s'est refermé sans pitié. En retirant le sceau royal de la marque Sussex, par le biais de leurs ordres administratifs, les membres de la famille royale ont rendu ce changement de cap commercial infiniment plus difficile. Car la dure vérité du marché était la suivante. Quand on n'est plus un vrai membre de la famille royale, l'histoire lucrative du traumatisme de la couronne perd rapidement de sa valeur. Le palais a dévalué les actions des Sussex quasiment en temps réel. Sans la couronne comme antagoniste constant, le drame se transforme rapidement en un vulgaire feuilleton hollywoodien. Et puis, il y a cet énorme fossé transatlantique dont tout le monde parle en ce moment. Alors que le public britannique a presque frénétiquement célébré la nouvelle ligne de conduite du sceptre de fer de William, la perspective aux États-Unis et dans de grandes parties du Commonwealth était beaucoup plus compliquée. En Amérique, le récit de l'évasion de la libération des anciennes contraintes et de la prise de parole de sa propre vérité est profondément enraciné dans la culture. Là-bas, les mesures strictes du palais ont été perçues par beaucoup comme cruelles et oppressives. Pourtant, le protocole de Galles avait précisément pris cela en compte. William et Catherine ne cherchaient pas à gagner un concours de popularité sous le soleil de Los Angeles. Ils se battaient pour la stabilité constitutionnelle sous la pluie de Londres. Ils pariaient tout simplement sur le fait qu'une profonde fatigue royale s'installerait tôt ou tard dans le monde entier. Ils le savaient, le public finira par se lasser de ce va-et-vient constant et bruyant. Et quand la poussière retombe, il ne reste qu'une chose. Le devoir constant, peut-être un peu ennuyeux, mais fiable, des membres actifs de la famille royale. La réalité juridique derrière l'ordre W-17 est peut-être la partie la plus fascinante et à la fois la plus terrifiante de toute cette saga. Retirer son titre à un vrai membre de la famille royale n'est pas aussi simple que de changer le texte sur un site web. Cela nécessite des interventions profondes dans les décrets royaux, letters patents, la révocation des postes honorifiques et une plongée douloureuse dans les eaux les plus profondes du droit constitutionnel. Certains historiens et constitutionnalistes qualifient déjà cela de la plus importante séparation juridique depuis la crise de l'abdication de 1936. Mais la différence ne pourrait être plus grande. Alors qu'en 1936, il s'agissait d'un roi renonçant à la couronne par amour pour une femme, en 2025, il s'agit d'une couronne qui choisit sa propre survie et contre un prince. Les avocats naviguent actuellement dans un véritable champ de mines juridiques. Ils doivent élaborer des protocoles diplomatiques pour deux personnes qui sont toujours des membres de la famille royale par le sang, mais qui ont été pratiquement effacés par un décret administratif. C'est un no man's land juridique sans précédent, dont la clarification complète pourrait prendre des années. Au milieu de tout ce chaos, l'influence de Catherine a atteint un niveau que feu la reine Élisabeth II elle-même aurait peut-être envié. Il y a eu un moment au cours d'une enquête confidentielle qui a profondément choqué et fasciné même de hauts responsables du palais. Catherine aurait déclaré d'une voix calme et ferme « Je lui pardonne, mais je n'accepterai pas sa souffrance comme mon devoir. » Cette seule phrase simple n'est rien de moins que le manifeste de la nouvelle monarchie. C'est le mélange parfait et invincible d'empathie personnelle et d'acier institutionnel. Catherine refuse catégoriquement de jouer le rôle du méchant,
mais elle refuse tout aussi fermement de continuer à être la victime. En concentrant sans relâche l'attention sur son travail caritatif et son service toujours digne envers la société, elle s'est élevée au rang d'autorité morale incontestée de la famille. Alors que les Sussex courent après le prochain cycle médiatique éphémère, Catherine construit des fondations pour l'éternité. Tout est en jeu. Si William et Catherine réussissent avec cette ligne dure, ils auront réussi à redémarrer la monarchie britannique pour le XXIe siècle. Ils auraient transformé l'entreprise familiale en une institution hautement disciplinée, capable de se défendre contre tout et n'importe quoi. S'ils échouent, cependant, ils risquent de transformer la famille royale en une banale émission de télé-réalité, totalement dépourvue de cette magie, de ce mystère et de cette dignité qui l'ont maintenue en vie pendant 1000 ans. Mais quand on regarde la détermination d'acier qui émane actuellement des portes du palais de Kensington, il semble qu'ils aient fait leur choix depuis longtemps. Ils ne cherchent plus une réconciliation privée et larmoyante ou une diplomatie secrète en coulisses. Ils ont opté pour une transparence radicale, une responsabilité impitoyable et une ligne rouge très claire et très publique tracée dans le sable. Le message qui part aujourd'hui de Londres vers le monde est sans équivoque. La couronne n'est plus seulement un symbole passif et scintillant. C'est un centre de pouvoir qui sait très bien comment se protéger lui-même. La guerre est finie. L'institution a survécu, a survécu, a survécu.